d'égarer l'opinion un peu volontairement. Et là, vous nous faites un grand, en tout début du livre, vous nous faites un grand dégagement sur un des antécédents de votre aventure qui consiste à raconter une année par le menu, une année choisie comme ça, et vous prenez l'exemple de l'année 1817 dans Les Misérables. Alors vous nous donnez des extraits de Victor Hugo, c'est expliqué tout ça, et puis vous expliquez tout ça, donc on se dit, ah bon, on a trouvé son idée là, puis après à la fin vous dites, enfin, j'ai découvert ce texte après la sortie, après avoir écrit que ça ne joue aucun rapport, ça ne joue aucun rôle dans le choix de l'année 70, ou même dans le choix du sujet. Alors, oui, bon, parce que 66, le titre année honorifique est un petit peu ironique. Je ne voulais pas dire admirable, je ne voulais pas dire miraculeux. Au fond, c'est une année dont personne ne se souvient. Mais un peu comme 1817, un peu comme 1817. Un peu comme 1817. C'est une année qui l'est pas. On se souvient de 68, bien entendu. On se souvient de 62, fin de la guerre d'Algérie, accordéon. Que s'est-il passé entre 62 et 68? Alors, ce que j'essaie de montrer, voilà, c'est ça l'alternative. Est-ce une année ordinaire ou est-ce une année extraordinaire? Bon, alors, je dis, peut-être qu'en écrivant un livre sur toute année ordinaire, on peut prétendre qu'elle est extraordinaire. Ce serait la tendance. On peut creuser toute l'année et trouver des choses remarquables. Cela dit, j'espère qu'au bout du livre, les gens, les lecteurs, les lectrices, se disent que c'était tout de même une année exceptionnelle. Parce que je pense que c'est une année qui a marqué de manière peut-être souterraine, moins visible que 62 ou 68, des inflexions de la longue durée de l'histoire contemporaine de la France. Et donc, chaque chapitre explore, au fond. Donc, ce n'est pas une revue de l'année. Parce qu'il y a des tas de choses, les gens me disent « Ah, vous n'avez pas parlé de ça, vous n'avez pas parlé de ça. » Parce que quand je vais dans le livre de l'année, on me dit « Vous n'avez pas parlé de ça. » Et je dis d'ailleurs, Antoine, il n'a pas parlé de mon premier prix de piano, qui est de 1966. Événement capital, quand même. Tout le monde me dit « Ah, vous n'avez pas parlé de ça. » Pour moi, c'était considérable. Alors, j'ai dit, moi, je ne faisais pas une revue de l'année, justement. J'essayais, dans chaque chapitre, de montrer ce qui avait pu être une rupture, une inflexion importante. Donc, ce n'est pas une revue de l'année, c'est chapitre après chapitre. Et alors, en France, on aime beaucoup les affaires. Depuis l'affaire du collier, en passant par l'affaire de Dreyfus, si on n'a pas d'affaires dans la presse, dans les conversations à dîner, on s'ennuie. On est... Le mot affaire, il n'y a qu'en français qu'il a ce sens. Quand on parle d'affaires en anglais, c'est plutôt des liaisons dangereuses. En français, c'est vraiment le sujet de conversation qu'on a pour dîner. Bon. Et 1966, c'est une année qui est pleine d'affaires. Oui, vous citez l'affaire Ben Barka. Ça commence avec l'affaire Ben Barka, dont on parle encore aujourd'hui. Vous citez l'affaire Boulez-Malraux. L'affaire Boulez-Malraux. Dans le genre différent, la querelle entre Antoine et Julie. L'affaire Entre Antoine et Julie. Ah oui, l'affaire Antoine, les chanteurs Antoine et Julie qui occupent beaucoup d'actualité. Plus austère, la dispute entre Stricker et Lacan, vous en souvenez sûrement. Voilà, alors toutes ces affaires. Il y a aussi Sartre contre Foucault. Voilà. Foucault, Sartre. Toutes ces affaires sont importantes puisqu'à chaque fois elles sont en quelque sorte des basculements. Il faut prendre parti dans les affaires. Les affaires forcent à prendre parti, à dire je suis pour X ou pour Y. On se donne des élections, on est mis sur les élections, il faut voter. Donc ça marque des moments, donc je crois que c'est une affaire. C'est une année importante et un bon symptôme de cette importance dans la longue durée, c'est la multiplicité des affaires qui ont donc forcé
les gens à s'entraîner. Bon, la première affaire, c'est évidemment Benbarka, vous l'avez dit, et encore plus important, c'est l'élection présidentielle de décembre 1965, qui est véritablement déterminante. Le ballottage de Gaulle. C'est le ballottage du général de Gaulle en décembre 1965. Si vous êtes un peu pas trop jeune, vous vous en souvenez. Moi, je n'ai pas voté, parce que je ne votais pas quand on était jeune à l'époque. Il fallait attendre longtemps pour voter. Interminable. Marie-Claude Joffé n'a pas voté. Non, j'ai jamais voté pour le général. Mais bon, il n'empêche qu'on s'en souvient très bien, parce qu'il y a eu un ballottage. Moi, je soutiens que s'il n'y avait pas eu ce ballottage, nous ne serions plus en Ve République. C'est ce ballottage qui a institué la Ve République, né de ce que certains en 1958 ont appelé un coup d'État, et né de à la suite, c'est ce référendum de 1962 sur le suffrage direct à l'élection présidentielle qui avait été condamné par le Conseil d'État, par le Conseil constitutionnel, par tous les partis. Et donc, s'il n'y avait pas eu cette élection qui, par bonheur, a donné lieu à un ballottage. Et donc un deuxième tour. Et donc un deuxième tour, parce qu'au mois de septembre, à la rentrée, le général de Gaulle, on lui promettait une élection de maréchal. Ben, ça n'a pas été une élection facile. Et il a dû, vous vous en souvenez peut-être, même aller à la télévision. Lui qui ne comptait pas faire campagne, il a été répondre à des questions de Michel Droit dans des émissions de propagande entre les deux tours. Il a dû se consacrer à la télévision. Donc, c'est pour moi ce ballottage qui fait que nous sommes encore en Ve République, et c'est aussi ce ballottage qui a donné à celui qui l'avait mis dans le ballottage, à savoir François Mitterrand, une onction qui lui a permis de succéder au général de Gaulle quelques 15 ans plus tard. Vous voyez, c'est déterminant. C'est déterminant pour beaucoup de choses. C'est déterminant, c'est une année déterminante pour les femmes. Alors, c'est ce que vous appelez la décolonisation de la femme. La décolonisation, l'expression n'est pas de moi, elle existe, c'est celle de décolonisation de la femme mariée. C'est la loi qui entre en vigueur en février 1966, qui autorise les femmes à avoir des comptes en banque indépendamment de leur mari, à faire des opérations financières sans contre-sein de leur mari et à signer des contrats de travail sans l'approbation de leur mari. Donc on a parlé de décolonisation de la femme. Bon, l'homme reste encore le chef de famille. Il faudra attendre Giscard pour que l'homme ne soit plus chef de famille, mais il y a une décolonisation de la femme. Certains disent que c'est trop, d'autres disent que c'est pas assez. On s'est beaucoup discuté à l'Assemblée nationale sur cette loi. Puis bien sûr, le mot de l'année 65-66, c'est le mot contraception, qui entre dans la loi Le Wirth, c'est une proposition de loi de mai 66, qui entrera en vigueur un peu après, mais qui est évidemment déterminante. Et comme très souvent, les lois entérinent des phénomènes de société qui sont déjà entrés en vigueur, puisque ce qui marque cette année 66, c'est une inflexion de la courbe de natalité. Autrement dit, la chute des naissances a anticipé la contraception. La contraception répond à une demande. Il y a une demande sociale. En 65-66, 30% des naissances ne sont pas désirées, encore. Elle partait en Angleterre et en Suisse. La chute de la natalité précède l'entrée en vigueur de la loi sur la contraception et de la liberté de la pilule. Donc elle répond à une demande. On dit parfois que le baby boom avait commencé en 1943, et de même, la chute des naissances a commencé un peu avant la pilule. Donc c'est vraiment une... Je voudrais quand même citer des paroles d'époque, parce que c'est pas mal. Parce que De Gaulle était scandalisé quand le mot contraception était prononcé à la télévision. Jean Foyer, garde des Sceaux, sur le nom de l'immaculée contraception. Alors, De Gaulle s'exprime là-dessus et dit on ne peut pas réduire la femme à une machine à faire l'amour, si on tolère la pilule, on ne tiendra plus rien. Le sexe va tout envahir, il ne faut pas sacrifier la France avec elle.
Ah, bon. Et voilà, et alors il y a un docteur qui est médecin qui dit ceci, les maris ont songé que désormais, c'est la femme qui détiendra le pouvoir absolu, d'abord pas d'avoir d'enfants, en absorbant la pilule, elle a leur insu. Les hommes perdent alors la fière conscience de leur virilité féconde. Et les femmes ne seront plus qu'un objet de volupté stérile. Vous voyez qu'en 1966, le général de Gaulle a peur des femmes. Il considère que les femmes sont des agents de la modernisation de la société. La ménagère. Dans un des discours, il dit elles veulent des machines à laver, elles veulent des frigidaires, elles veulent Et la des voiture, aspirateurs. c'est Les hommes, eux, ils veulent que les filles rentrent le soir et que les garçons ne mettent pas les pieds sur la table. Vous voyez, les hommes sont les vecteurs de la tradition, les femmes et les jeunes sont un peu inquiétants pour le général de Gaulle. Et alors c'est très D'ailleurs, il appelle les femmes la ménagère. ce mouvement qui voit dans les femmes les agents de la modernisation du pays. À ce moment-là, il y a des travaux d'Edgar Morin, qui vit toujours, qui est sociologue, qui date de 1966, sur le village de Lozévé en Bretagne, et où il observe que dans un village de la France profonde, eh bien, ce sont les femmes et les jeunes qui sont en train de bousculer les choses, qui demandent de la nouveauté. Et c'est l'un des sujets qui est dans l'actualité à 65-66, c'est l'exode rural. Et il y a un livre de Van Rass qui s'appelle La fin des paysans. C'est un moment crucial dans cette fin des paysans. Et l'exode rural, c'est d'abord celui des femmes. C'est les femmes qui ne se marient plus à la campagne, mais qui épousent les salariés à la ville. Tandis que les hommes, eux, ils sont réduits à reprendre l'exploitation familiale. Et ils ne trouvent plus de femmes. Et c'est l'un des problèmes qui... C'est le sujet d'une émission télé. Qui fait le sujet des livres de Marie-Hélène Lafont. Il faut devenir des femmes de l'île Maurice. C'est le sujet de son livre. C'est un sujet qui est traité en 1966 par les sociologues. Donc vous avez des observations frappantes à certains moments, par exemple, vous dites, c'est l'année 66, c'est l'année où les Français et les Françaises se mettent à faire moins d'enfants et à prendre plus de vacances. C'est une année, j'ai dit que la courbe de la natalité s'infléchissait, ce qu'elle était depuis le baby-boom de 40, qui commence en 43. L'autre courbe qui s'infléchit, c'est la courbe de la productivité. Ça veut dire que les Français, en 66, commencent à travailler moins. On fait moins d'enfants et on prend plus de vacances. C'est sans doute corrélé, ces deux activités. Vous croyez que d'habitude, quand on fait des enfants, quand on est en vacances? En fait, alors là, on commence à prendre des précautions. Et donc, pourquoi prend-on plus de vacances? Tout simplement parce que c'est le début d'une certaine prospérité française. En tout cas, d'une conscience de cette prospérité. Bon, c'est le... C'est même le sommet, peut-être qu'on a dit, c'est le sommet des 30 glorieuses. C'est le oui. Bon, l'expression 30 glorieuses n'existe pas encore, mais c'est en effet le sommet des 30 glorieuses. 65, 66, dès 67, alors oui, on m'a dit parfois mais que je ne traitais pas assez la question sociale. Mais 66, c'est une année justement très calme. Depuis la guerre. Comment? C'est le plein emploi. C'est le plein emploi, non seulement ça, mais quand on regarde les statistiques du nombre de journées perdues, ce qu'on appelle les journées perdues, c'est les journées de grève. Donc on sait chaque année, depuis 1945, le nombre de journées. L'année où il y a eu le moins de journées perdues en France, c'est l'année 1965. En 66, c'est une année qui est dans un très bas étiage. Ça augmente en 67. On sait qu'en 67, il y a un certain nombre de grandes grèves qui annoncent 68. Vous vous souvenez peut-être du nom de Roger Séquin, célèbre pour les grèves de 67. Donc, il y a une agitation sociale en 67 qui prévue de 68, mais 66 est calme. Donc ce n'est pas une année, c'est le plein emploi. Les gens sont relativement riches, en tout cas
ils dépensent. C'est une année de consommation, c'est notamment une année de consommation culturelle. C'est le début de la consommation culturelle. Et c'est aussi une année où on achète plein de porte-clés. Oui, c'est l'année. Cette fascination pour les porte-clés. Oui, c'est l'année de ce que l'on appelle la copocléphilie. La copocléphilie, c'est la manie de la collection du porte-clés. Et cette copocléphilie a sévi en France pendant à peu près 1 an. Il y a eu une revue de la copocléphilie. À mon sens, c'est un bon symptôme. C'est rentré dans la littérature. Oui, c'est dans la littérature, dans tous les livres. À mon avis, c'est un bon symptôme de cette société de consommation, puisque la copocléphilie est associée au porte-clés réclame. C'est la réclame qui porte cette mode et on incite les gens à collectionner les porte-clés parce que c'est un phénomène qui alimente la publicité. 1966, c'est aussi l'année du jetable. C'est l'année de l'explosion du jetable. Le Kleenex, c'est l'année où le Kleenex se répand contre le mouchoir de Cholet. Le mouchoir de Cholet disparaît, le Kleenex l'emporte. Si vous vous souvenez, il y a un film de Truffaut, Les Évolés, où sa compagne passe à Jean-Pierre Léaud un Kleenex, et il refuse un Kleenex. Il dit non, j'utilise des mouchoirs en tissu, dans la poche. Bon, c'est l'année du criquet, le briquet jetable qui est inventé à ce moment-là, qui remplace le briquet, qui est un objet très personnalisé jusque-là. Chacun avait son briquet en argent, il y avait la grande platine, il y avait la grande marque Dupont. Dupont a inventé le briquet. C'est eux qui ont inventé. On met juste un réservoir et un dispositif au-dessus, et du coup ils ont fait faillite. Ils ont fait faillite, ils ont été rachetés par Gillette. Ils ont fait faillite parce que le baron Bic, qui avait déjà fait la guerre des prix avec le stylo ami, a fait la guerre des prix avec le briquet Bic, et Criquet a été racheté par Gillette. Dupont a été racheté par Gillette. Vous voyez, on peut se suicider en faisant des inventions. Et je dis, c'est aussi l'année du livre de poche. Le livre de poche dont tout le monde a considéré à l'époque qu'il était jetable. C'était le bradage de la littérature. C'était le bradage de la littérature. Oui, si on lisait la littérature en livre de poche, on n'avait pas de respect pour la littérature. On désacralisait la littérature. Et il faut vraiment se souvenir de ça. Tous les intellectuels ont été à peu près à l'unanimité hostiles au livre de poche. Et les exceptions sont très rares. Ils considéraient tous que des jeunes qui allaient lire la littérature en livre de poche, eh bien, ils la jetteraient après l'avoir lue. Ils ne deviendraient jamais un livre de bibliothèque. Et surtout, ça deviendrait pas un livre de bibliothèque. Les auteurs détestent être jetés. Il y avait, je dis, il y a 2 numéros des temps modernes sur le livre de poche en 65-66, 2 numéros complets. Et il y a quasi une seule exception, c'est Sartre, qui dit qu'il est heureux de voir huis clos en livre de poche avec une belle couverture grise et mauve, dont vous vous souvenez peut-être. Et il dit, ça ne va pas augmenter les lecteurs, c'est tout de même les enfants bourgeois qui vont lire la littérature en livre de poche. C'est mieux qu'en Union soviétique, où il y a des bibliothèques d'usine, mais c'est tout de même pas mal, parce que ça fait lire les jeunes. Et vous voyez qu'il y a déjà l'idée que Bourdieu est déjà là. L'idée que la culture est une culture d'héritier. À propos de Sartre, c'est intéressant que vous citez Sartre comme un des 4 grands auteurs de l'année 66, qui sont encore là, même si 66 c'est le moment où Sartre se fait bousculer aussi, mais je vais quand même vous citer, qui sont les grands qui occupent le terrain littéraire et politique avant des 4. Il y a les 30 des 4. Il y a les 4 vieux, et il y a les 4 ou 5
jeunes, qui ne sont pas tellement plus jeunes en vérité. Mais les 4 vieux qui occupent le terrain de manière considérable en 65-66, c'est Mauriac, qui a 80 ans en 65, qui représente le gaullisme, et le Figaro, qui est partout présent. Il a son bloc-notes dans le Figaro chaque semaine. Il est très secoué par l'affaire Belbarka. Et il essaye de défendre le régime, mais il y a un moment où on voit que les services secrets sont tout de même compromis dans l'affaire Belbarka. Le deuxième, c'est Aragon. Lui, il a l'Humanité et le Parti communiste. C'est Romulus, Mauriac et Aragon. Aragon a une surface considérable. C'est lui qui dirige le comité central d'Argenteuil sur la culture en mars 1966, où le Parti communiste cherche à se moderniser. L'aggiornamento du Parti communiste, donner un peu de liberté à la culture. Vous dites à eux deux, c'est Rome